Nous sommes jeudi 23 juin 2022. Voici les titres de ce 13h. Compte rendu du traditionnel Conseil des ministres tenu ce 22 juin. Plusieurs dossiers ont été examinés, dont celui en rapport avec la construction d'un technopôle pharmaceutique au Burkina Faso. Était également à l'ordre du jour l'actualité des 8 mineurs retrouvés morts dans les galeries souterraines de la mine de zinc de Perkoa. Célébration de la journée des Nations Unies pour la fonction publique au Burkina Faso. Dans le cadre de cette commémoration, le secrétaire général du ministère de la fonction publique a tenu une conférence de presse ce 22 juin afin de dévoiler les grandes articulations de cette commémoration. Et puis au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée par le CNT. Ces amendements ont généré pas mal de divergences entre le gouvernement initiateur du projet de loi électorale et les membres du Conseil national de transition. Les détails pour vous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition avec le Conseil des ministres de ce mercredi 22 juin. Parmi les dossiers examinés par l'exécutif burkinabé, celui du projet de construction d'un technopôle pharmaceutique en vue de renforcer la capacité de production en produits pharmaceutiques du pays. Il a également été question à ce Conseil des ministres de l'annonce de la disparition de 2 agents de forêt et du dernier corps retrouvé de la mine de zinc de Perkoa après 66 jours de recherche. Un compte-rendu de Michael Tougré. À travers la construction de ce technopôle, le Burkina Faso veut se doter d'une unité pharmaceutique à grande capacité pour répondre aux besoins des populations en produits pharmaceutiques. Pour la réalisation de ce projet, le Conseil des ministres a marqué son accord. Ce technopôle sera donc érigé dans la commune rurale de Kokologo. Il faut dire que ce pôle va mettre en place en tout cas l'ensemble du cadre organisationnel nécessaire pour développer donc les industries de production pharmaceutique. Vous savez, il y a plusieurs initiatives donc de fabrication de produits pharmaceutiques ou phytosanitaires, mais qui sont des unités artisanales et qui ne produisent pas en tout cas à un certain niveau de volume permettant au marché de pouvoir les absorber. L'idée de ce pôle pharmaceutique, c'est de créer un écosystème dynamique sur la production donc, de produits pharmaceutiques au Burkina Faso, mais surtout de doter tous ceux qui ont des initiatives dans ce domaine-là, de monter en capacité, de monter en puissance et de faire du Burkina Faso aussi un pays qui sait produire aussi des médicaments. En communication orale, le ministre en charge de l'environnement a annoncé la disparition de 2 agents des eaux et forêts dans la forêt de Thiou. Sur le drame de la mine de Perkoa, le porte-parole du gouvernement a expliqué que les corps sont désormais entre les mains du ministère de la Santé afin de procéder aux identifications. Notez que cette forêt de Thuy est une forêt là où se fait tout type de trafic. Ces 2 agents avaient déjà arraisonné ou arrêté des trafiquants de drogue et on soupçonne qu'ils étaient donc suivis. Les recherches sont en cours, les forces de l'ordre ont été informées et l'Agence nationale de renseignement également se joint pour mener les recherches. Les 8 personnes qui étaient portées disparues ont tous été retrouvées sans vie et le gouvernement présente donc ses condoléances aux familles des victimes. Il faut noter qu'il s'agissait donc de 6 Burkinabés et puis de 2 étrangers. Parmi les 2 étrangers, une nationalité tanzanienne et une nationalité zambienne. Je trouve que les corps sont à ce moment aux mains du ministère de la Santé avec les médecins légistes qui poursuivent donc les recherches afin d'identifier les corps qui ont été retrouvés. Et donc c'est l'occasion pour nous de manifester donc notre tristesse et de dire donc les condoléances du gouvernement à l'ensemble des familles. L'incident intervenu ce mardi à la base aérienne 511 a été déploré également par le porte-parole du gouvernement. Lionel Bulgo annonce l'ouverture d'une enquête sur cette affaire qui a occasionné la mort des 2 occupants du véhicule qui se retrouvaient dans la zone interdite et fait un blessé. Le porte-parole du gouvernement invite l'ensemble de la population à la prudence et au respect strict des consignes de sécurité en ce qui concerne les zones d'intervention militaire.
Le président de l'Assemblée législative de transition était ce 22 juin au siège de la Fédération des églises et missions évangéliques à Ouagadougou. Pour Aboubakar Toguieni et sa délégation, il était important de solliciter le concours de la dite fédération dans la réussite de leur mission. Et le moins qu'on puisse dire est que leurs démarches et leurs doléances ont trouvé écho favorable auprès des responsables de la FEME. Sarah Kaboré avec la voix de Wan Lassida Kaboré. Après 45 jours de travaux pour examiner l'ensemble des lois transmises par le gouvernement, le président de l'Assemblée législative de transition et sa délégation sont à la Fédération des églises et missions évangéliques FEME. Aboubakar Toguieni est venu faire le point des travaux de la dernière session parlementaire et solliciter le concours de la FEME dans la réussite de la mission à lui confier. Il y a eu 27 projets de loi qui nous ont été soumis et cela a pu être examiné grâce à l'abnégation de l'ensemble des députés de la transition, parce qu'il a fallu travailler pendant des heures indues, parfois à 1h, 2h du matin, pour pouvoir finaliser ces lois. Et donc, après cela, il nous était important quand même que nous puissions faire ces visites de courtoisie auprès des différentes communautés de notre pays. Cela était important que nous puissions, bien sûr, demander leur bénédiction et leur accompagnement dans ce contexte que traverse notre pays. Cette visite de courtoisie est accueillie à sa juste valeur par la FEME, l'objectif étant de trouver des solutions dans l'intérêt supérieur de la nation. Pour y parvenir, la FEME s'est dit disponible à accompagner la transition par des prières et des conseils. Alors nous sommes dans la joie de voir que l'Assemblée législative de transition, qui est composée vraiment dans sa diversité, est venue nous voir, et c'est dans cela que nous les avons encouragés vraiment à aller de l'avant, à bien analyser les lois et à travailler avec assiduité. Nous leur avons demandé de tout mettre en œuvre pour qu'à la fin de leur mandat, que l'on puisse voir l'impact qu'ils vont laisser sur l'ensemble du Burkina. Et nous voudrions justement prier pour eux, pour qu'ils fassent la différence. Le président de l'ALT entend poursuivre une série de rencontres avec les autres communautés religieuses pour non seulement la paix, mais aussi l'union des fils et filles du Burkina Faso. Intéressons-nous à présent à la rencontre du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec deux anciens chefs d'État que sont Roch Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Était au cœur des échanges la situation sécuritaire ainsi que bien d'autres sujets d'intérêt national. Cela dit, quelle lecture peut-on faire de cette démarche du président du Faso? Dieudonné Zongrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, et Désiré Ginko, porte-parole de la coordination des associations pour la libération de Roch, nous donnent leurs analyses. Et c'est avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Est-ce un pas vers la réconciliation nationale? C'est la question que l'on se pose après ces poignées de main entre le président Damiba et les deux anciens chefs d'État, Roch-Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Ces conversations autour de la table, ces rires et les échanges ont retenu l'attention des observateurs, dont le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Est-ce que c'est vraiment les esquisses d'une prochaine libération du célèbre embastillé? Parce que vous savez que Roch, il est censé toujours être en résidence surveillée. Ou est-ce vraiment les esquisses d'une décrispation politique? Parce que quand vous lisez le communiqué final, il dit que c'est le début d'une série de rencontres que Damiba a initiées, en tout cas pour dérider l'atmosphère. Parce qu'au-delà de la situation sécuritaire, il y a aussi quand même la situation politique qui n'est pas vraiment reluisante. L'un des points évoqués, ce sont les attaques terroristes à répétition qui secouent le pays. Oui, mais c'est sûr que la situation sécuritaire, Roch a légué une situation sécuritaire à Damiba et les deux travaillaient dehors ensemble puisque c'est celui qui est tombé qui a nommé celui qui l'a renversé. Donc ils sont censés quand même connaître un certain nombre de choses et certainement que hier là ils ont dû faire le tour d'horizon de cette situation sécuritaire là. Donc je pense que, et puis ils sont tous des Burkinabés, et ils ont occupé
des postes de responsabilité. Il y a un qui est aujourd'hui à ce poste de responsabilité. Il ne peut pas ignorer cette situation-là. Donc, ils ont dû faire le tour d'horizon de l'existant terroriste et peut-être esquisser des solutions ensemble, je pense. Du côté de la coordination des organisations pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré, l'on dit prendre acte de cette rencontre. Pour cette organisation, tout ce qui concourt à la cohésion sociale est à saluer s'il est empreint de sincérité. Mais l'un des aspects qui pose problème, c'est la détention de l'ex-président Kaboré. Il faut qu'on évolue rapidement vers la levée de toutes les restrictions. Parce que d'hier à aujourd'hui, au regard de ces images, au regard du message qui a été véhiculé, nous estimons que si on veut œuvrer pour la réconciliation, pour l'apaisement, nous estimons qu'on ne devrait plus parler de restrictions et de conditions en rapport avec la question de la liberté du président Kaboré. Cette rencontre dont nous tous avons constaté hier, nous estimons qu'elle devait jeter les bases claires vers une évolution notable de la situation, de telle sorte qu'on ne soit plus en phase de parler d'une privation de liberté. À en croire le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, cette rencontre pourrait ouvrir la voie d'un dégel du climat politique et permettre la reprise des activités politiques pour trouver des voies et moyens de juguler la crise qui secoue le pays. Hadj 2022, le départ de la deuxième vague de candidats effectué ce 22 juin. Les pèlerins, avant leur départ pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, n'ont pas caché leur satisfaction après 2 années d'attente. Les encadreurs, quant à eux, ont rassuré que tout se passe bien et ont promis prier pour le retour de la paix et la stabilité au Burkina Faso. Retour à présent sur l'ambiance avant leur départ qui, vous le constaterez, était très riche en émotions, et c'est avec Abdul Rahim Nyenye. 22h30 dans la salle d'enregistrement de l'aérogare pèlerin de l'aéroport international de Ouagadougou. La deuxième vague des pèlerins s'apprête à embarquer. Avant d'accéder au tarmac, place au contrôle. Après vérification de la vaccination contre le Covid-19 et d'autres documents, à savoir le passeport et les visas, les pèlerins sont ensuite conduits jusqu'au tarmac de l'aéroport. Pour ces pèlerins inscrits depuis 2020, c'est un jour spécial, le jour tant attendu. Ils ont du mal à cacher leur joie. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de remercier d'abord le Créateur du ciel et de la terre qui m'a permis vraiment d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam. Donc vraiment, c'est un immense plaisir pour moi en tout cas de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est la première fois. Je suis très content, très heureux. Ça représente beaucoup de choses parce que c'est le 5e pilier de l'islam. Donc moi je souhaitais très faire le hajj là pour accomplir ma mission de religion, le 5e pilier là. Donc je suis très content, c'est tout. Ismaël Ouattara est encadreur délégué et fait partie du voyage. Son rôle est d'accompagner les pèlerins et les aider à accomplir tous les actes de ce 5e pilier de l'islam une fois à la Mecque. Il s'agit de les apprendre, de les accompagner à exécuter l'ensemble des rites du Hajj et de la Umrah. C'est aussi les aider à s'héberger comme il se doit. Les accompagner dans les différents transports inter sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Pour cette année, ce sont 3686 Burkinabés qui vont effectuer le pèlerinage à la Mecque et l'encadreur fonde l'espoir que les choses vont bien se dérouler. Nous avons d'abord commencé à former les pèlerins pendant pratiquement 3 semaines. En tout cas, nous espérons que si les formations ont été bien comprises, ça veut dire que sur le terrain, en tout cas, on aura moins de soucis. Bon, nous espérons bien entendu. Le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, est un moment pour ces pèlerins burkinabés de prier. Et tout ce contingent formule un seul vœu, le retour de la paix au Burkina Faso. La première demande, on demande que la paix revienne dans notre pays, le Burkina Faso, et que nous sommes dans un début de l'hivernage
On demande à Dieu aussi de nous donner une bonne pluie pour avoir une bonne récolte, mais surtout la paix au Burkina Faso. On va prier que Dieu préserve le Burkina Faso, tout ce qui est mauvais ici, là, parce que le pays va mal. Donc on va prier Dieu que le Burkina Faso aille bien, et puis on va prier aussi pour toutes les nations et pour ma famille aussi. C'est avec cette intention que ces candidats pèlerins ont embarqué à bord du Boeing 787 Ethiopian Airlines. Il s'agit du deuxième vol dans le cadre du Hajj 2022 et c'est à 0h12 que l'avion décolle de l'aéroport international de Ouagadougou, direction Médine. Voilà, je vous le disais en titre, aujourd'hui 23 juin est célébrée au Burkina Faso la journée des Nations Unies pour la fonction publique avec pour thème la modernisation de l'administration publique burkinabé dans un contexte de crise. À cet effet, une conférence de presse a été organisée ce 22 juin par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, au cours de laquelle les premiers responsables du ministère ont donné les détails des activités qui seront menées lors de cette journée. À noter que les festivités, quant à elles, se poursuivront jusqu'au 6 juillet prochain. Mamedriana Kamabou nous en dit plus. L'insécurité grandissante dans plusieurs régions du Burkina Faso impacte négativement la bonne marche de l'administration publique, privant ainsi les populations de leur droit à un service public de qualité. Au cours de la commémoration de la Journée des Nations Unies pour la fonction publique, ce 23 juin, le département de Bassolma-Bazié compte mener des réflexions sur le thème « La modernisation de l'administration publique burkinabé dans un contexte de crise ». À travers ce thème, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale veut examiner de nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour une administration publique résiliente, plus efficiente, capable de s'adapter aux crises. C'est aussi une opportunité pour sensibiliser les travailleurs sur la sécurité, la santé et l'hygiène au travail. Et aussi, cette commémoration qui se déroule là dans un contexte marqué par des attaques terroristes sera une opportunité pour communier avec les forces de défense et de sécurité et magnifier tous les travailleurs et travailleuses qui, par leurs efforts, contribuent fortement au développement de notre pays. Plusieurs autres activités sont prévues du 22 juin au 6 juillet pour marquer cette journée. Il s'agit notamment d'un cross populaire, des journées portes ouvertes et des conférences publiques. Une conférence sur le thème principal de la commémoration, sur un thème secondaire, à savoir comment réinventer l'administration publique pour s'adapter aux besoins et défis d'aujourd'hui. La deuxième conférence va pencher sur la sécurité sociale des agents publics, les préventions et réparations. Elle permettra d'informer les travailleurs sur les dispositions à prendre en matière de sécurité et santé au travail. Et ce n'est pas tout. Une journée de salubrité sera organisée à l'occasion et cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération Manamana. À cet effet, le ministère en charge de la fonction publique invite les structures et institutions qui mènent une activité sur l'avenue Kwame Nkrumah à se joindre à lui pour mieux coordonner les actions sur le terrain. Projet multiplex de la télévision numérique terrestre. Les membres du comité de suivi ont été officiellement installés ce 21 juin à Ouagadougou par le directeur de cabinet de la ministre en charge de la communication au nom de son ministre de tutelle. Ces 28 membres ont pour mission de mettre en œuvre la feuille de route pour l'acquisition, l'installation et l'exploitation du nouveau multiplex de la société burkinabé de télédiffusion. À noter qu'en novembre 2019, le Burkina Faso a opéré le basculement intégral de la télévision analogique vers la télévision numérique afin de répondre à la directive mondiale de l'Union internationale des télécommunications. Plus de détails avec Mamedriana Kamabou. Du 9 au 11 septembre dernier, un atelier d'élaboration d'une stratégie d'acquisition, d'installation et d'exploration de nouveaux multiplexes TNT au Burkina Faso avait été organisé par la Société burkinabé de télédiffusion, SBT. Les travaux menés durant 3 jours ont abouti à des recommandations.
Des recommandations qui font état d'une analyse de l'offre audiovisuelle nationale, internationale et le mode de diffusion. Et au cours de cet atelier, la ministre en charge de la communication, représentée par son directeur de cabinet, a installé le comité de suivi et d'orientation du projet multiplex de la TNT. Ce comité est chargé de déterminer les grandes orientations du projet multiplex de la télévision numérique de terre. Ce comité donc, technique va réfléchir pour voir comment on peut donc activer d'autres multiplexes, les modalités, mais aussi le modèle économique, pour permettre donc aux médias audiovisuels de disposer d'autres possibilités, parce que le premier multiplex finalement est saturé, mais aussi de permettre donc simplement aux dispositifs donc de générer des ressources, d'informer efficacement le public, mais aussi de soutenir donc les acteurs qui ont besoin donc certainement de produire des émissions de qualité. Ce comité est composé de 28 membres issus des départements ministériels, d'institutions et des acteurs professionnels intervenant dans le secteur de l'information et de la communication. Il a été créé Actualité sportive à présent, la clôture de la saison sportive de la Ligue du Centre de Taekwondo a été effective à travers la tenue de la deuxième édition du Air Fighting, une compétition qui s'est déroulée au rond-point de la transition à Ouagadougou. Et vous constaterez que le choix du plein air était au rendez-vous afin de permettre à la population d'assister aux différents combats. Pour cette deuxième édition, plus de 60 combattants venus de 5 villes étaient présents. Suivons donc cet élément de Assami Tiamtoré. C'est au rond-point de la transition que les taïkonoïnes se sont réunis pour cette deuxième édition du Air Fighting. Ont pris part à cette compétition des combattants venus de Bobo-Dioulasso, Banfora, Koudgou, Wayugia et Ouagadougou. Chez les dames à moins de 49 kg, Ida Bawa de Koudgou est faite championne devant Chaouki Akone de Banfora. Chez les moins de 57, Djarata Sanou prend la première place. Chez les plus de 67, c'est Korotimi Traoré de Bobo qui s'impose devant Basseratou Baganya de Ouaga. Chez les hommes, Chaïb Maïga de Ouaga à moins de 54 kg est fait premier. À moins de 58, c'est Pascal Koudjati de Ouagadougou qui s'adjuge le trophée. Aboubakar Drabo de Bobo Dioulasso chez les plus de 87 kg s'en sort également. Et le meilleur combattant de la compétition, Chaïb Maïga, se dit fier. La compétition s'est très bien passée. On s'est battu, on a vu les résultats. Je suis très satisfait. J'ai vu que le travail paye. Donc, finalement, j'ai été classé premier combattant. Je suis fier. Être champion mondial. Mon objectif, c'est d'être un grand champion mondial. Trésor Kaboré de Ouagadougou, chez les moins de 63 kg, sans inquiéter, domine son adversaire et s'empare de la première place. Même scénario pour Ibrahim Maïga à moins de 68 kg. À moins de 74, c'est Al-Habib Amadou de Ouaga qui monte sur la plus haute marche du podium. Et comme son nom l'indique, le air fighting est une compétition de taekwondo dans un espace libre où le public a l'occasion de suivre. C'est donc un objectif atteint pour le président de la Ligue du Centre. L'objectif, c'est comme nous l'avons dit depuis le départ, c'est de vulgariser le taekwondo au sein de la région du Centre. Comme on vous le disait, notre objectif, c'est vraiment de faire de ce sport-là le deuxième sport de la Ligue du Centre d'ici la fin de notre mandat. Et donc c'est pour cela que nous avons tenu la deuxième édition et nous pensons que nous allons pouvoir tenir la troisième édition, cette fois-ci à Tampoui maintenant. Pour nous, les objectifs sont atteints parce que là, nous avons déjà dépassé le stade de Ouaga et Bobo. La première fois, c'était purement comme un gala et cette fois-ci, c'est comme si nous avons repris le championnat national. Donc toutes les villes, et tous les districts, et toutes les ligues sont présentes cette fois-ci. Donc on considère vraiment qu'on a atteint notre objectif. Je pense que c'est une initiative qui est encouragée, qui fait partie du programme d'activité de la fédération. Ça veut dire que nous encourageons toute activité ou toute promotion visant à vulgariser à une bonne notoriété de l'image du taekwondo au Burkina Faso. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à l'occasion aux personnes de bonne volonté qui ont soutenu l'événement et les meilleurs dans chaque catégorie ont été également récompensés. Rendez-vous donc pour la troisième édition.
Actualité hors de chez nous à présent. Au Mali, la nouvelle loi électorale adoptée par le Conseil national de transition fait réagir les acteurs politiques et la société civile. La nouvelle loi électorale a été effectivement adoptée le 15 juin dernier par une majorité écrasante des membres du CNT. Le débat entre les membres du CNT et ceux du gouvernement était particulièrement houleux suite à l'amendement de plus de 90 articles par l'organe législatif de transition. Des amendements qui auraient pu être évités par le gouvernement selon la mission d'observation électorale au Mali, qui est une organisation de la société civile. Un reportage de notre correspondant sur place, Bouraïman Soulou. Après plusieurs heures de débats houleux, la nouvelle loi électorale a été votée à une majorité écrasante par les membres du Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition. Une adoption au goût amer pour le gouvernement qui dit ne pas se reconnaître dans la nouvelle loi. Mais pour le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, la nouvelle loi électorale est inclusive. Elle est inclusive, pratiquement elle est inclusive parce qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a toutes les sensibilités qui ont été écoutées, entendues. Donc à partir de là, la commission loi a fait une synthèse par rapport à tout ça et puis voilà pour faire les amendements. Donc je pense qu'il y a eu l'inclusivité. 92 articles amendés et 6 autres retirés. Le projet de loi présenté au CNT était taillé sur mesure pour un clan, ont dénoncé plusieurs membres du CNT. Allusion à peine voilée pour le Premier ministre. Toutefois, le président de la commission loi du CNT précise que le Conseil national de transition n'a fait que jouer son rôle. Lorsqu'un texte arrive devant le Conseil national de transition ou devant le Parlement, et que si ce texte, en des endroits, malheureusement, ne correspondent pas à la conformité des textes en vigueur, il nous appartient d'apporter les amendements. Mais après avoir écouté effectivement les Maliens, et à tous les niveaux, c'est aussi un droit d'amendement qui s'oppose quand il faut bien sûr apporter un texte consensuel. Comme je l'ai dit, c'est un texte pour le Mali. Dans la même loi, la création de l'organe unique de gestion des élections est actée. La mission d'observation électorale au Mali, modèle Mali, qui suit cette affaire, estime que le gouvernement de transition pouvait éviter l'humiliation subie au CNT le jour du vote. Mais nous pensons que le péché du gouvernement de transition, ça a été d'envoyer la loi seule en lecture au niveau du Conseil national de transition. Parce que si le gouvernement avait attendu d'amener les 3 textes devant le Conseil national de transition, à savoir la Constitution du 25 février, la loi organique des députés et puis la loi électorale, on pensait qu'il y allait avoir une meilleure loi électorale pour les élections de fin de transition. Le M5 RFP, le mouvement dont est issu le Premier ministre, a à travers un mémorandum invité le président de la transition à ne pas promulguer la nouvelle loi électorale. À noter que le colonel Assimi Goïta dispose de 8 jours pour promulguer ou pas cette nouvelle. Sachez, mesdames, messieurs, que si vos objectifs ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Ce n'est pas la volonté de gagner qui vous rend victorieux, mais plutôt le refus de perdre. Merci à toutes et à tous de votre constante fidélité à l'endroit de nos programmes et à demain.